Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, très heureux d'être dans ce colloque. Et moi, j'aime bien ce titre, surtout le sous-titre. Le sur-mesure accessible à tous, parce qu'au fond, c'est quelque chose que j'aurais presque envie de reprendre pour Aspi Friendly. En tout cas, ça guide bien nos réflexions. Pourquoi? Quand on pense étudiant autiste, est-ce qu'on pense public empêché, spontanément? C'est pas simple, en fait, comme question. Quand on pense, on va en parler tout à l'heure, d'étudiants en prison, personnes en prison, évidemment, l'empêchement est totalement tangible et se matérialise par de nombreuses choses. Pour les personnes autistes, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce que certains sont empêchés déjà d'être étudiants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dans des conditions qui leur ont permis de tenir leur scolarité secondaire jusqu'au bout. Il y en a qui décrochent, par exemple. Il y en a qui, 90%, qui ont subi du harcèlement scolaire. Ceux-là, ils sont empêchés, d'une certaine manière, d'aller dans l'enseignement supérieur parce qu'ils n'ont pas fini leur scolarité et nous avons mis en place des actions pour cela, j'y reviendrai dans un instant. Et puis il y a ceux qui passent le bac, qui vont pouvoir aller à l'université. Sont-ils empêchés, ceux-là? En fait, ils le sont parfois, mais dans des mesures qui ne sont pas si simples et dont eux-mêmes ne sont pas forcément conscients. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Je vais faire extrêmement court parce qu'on n'a pas le temps, mais essentiellement, c'est deux grands types de caractéristiques. Les problématiques, d'un côté, de communication et d'interaction sociale, et puis, deuxième branche, les intérêts spécifiques et comportements répétitifs. Si on s'intéresse juste à la première, problématique d'interaction sociale, problématique de communication, ça se matérialise comment? Ça se matérialise pour certains par des personnes qui vont être dans un grand stress pour venir simplement dans une salle comme celle-là, simplement pour savoir où se placer. Peut-être parce qu'il va y avoir une interaction avec des gens qu'elles n'ont jamais vus. Ces choses-là font que le fait de venir à l'université peut être tout simplement une source d'anxiété extrêmement importante. Si cette anxiété est en plus renforcée par des problématiques, par exemple, de transport, des problématiques de logement, etc., ça peut tout simplement faire des gens qui ne viennent pas. Sont-ils empêchés? Oui, en réalité, ils font partie de ces personnes empêchées. Et ce que nous avons fait dans le cadre d'Aspi Friendly, c'est que nous avons essayé de regarder toutes les dimensions de la vie d'un étudiant ou d'une étudiante, depuis à la fois les questions, évidemment, je l'ai évoqué, de logement, c'est une composante évidemment essentielle, jusqu'à ce qui est le cœur de notre activité naturellement, c'est-à-dire les questions pédagogiques, pour essayer de voir à chaque fois qu'est-ce qu'il est nécessaire d'adapter pour rendre justement l'enseignement accessible à ces personnes. Et peut-être pour pointer justement le lien avec le thème du colloque, nous l'avons fait à partir du point de vue suivant, et il est important à avoir en tête. Si nous regardons le nombre de personnes autistes, en réalité c'est très peu. C'est 1% de la population, dont la moitié en gros sans déficience intellectuelle. Donc on va dire c'est 5 pour 1000 de la population qu'on pourrait retrouver dans nos établissements. Donc on peut se dire c'est quand même pas beaucoup de monde. Mais chacune de ces personnes nous amène à voir des éléments qui sont problématiques dans l'organisation de notre université. Moi, souvent, j'ai envie de dire, ce sont des formes de loupe, en fait, sur les dysfonctionnements de l'enseignement supérieur. Parce que quand vous avez une étudiante ou un étudiant qui est motivé par sa formation, éventuellement même participe en cours, pose des questions qui sont pertinentes, d'ailleurs parfois trop de questions pertinentes, c'est un peu pénible quand on est enseignant, je plaisante naturellement, enfin quoique, il faut arriver à le modérer bien entendu, et qui à la fin rend cause blanche à une évaluation. Il y a deux solutions, soit on se dit, bon, il est nul, soit on a un peu de conscience professionnelle, on est allé regarder, on a vu qu'il y avait des choses écrites au brouillon, on a vu que cette personne, parce qu'on a eu des échanges avec cette personne, eh bien finalement c'est des choses, et on se dit, il y a un problème. Mais il n'y a pas seulement un problème pour cette personne, il y a un problème dans ce que je fais. Comment ça se fait que l'évaluation que j'ai proposée pose un problème? Tous ces éléments-là, en fait, nous amènent à pointer des choses qui sont problématiques dans l'enseignement supérieur. Et donc, quand on le fait, quand on agit, quand on travaille sur des ateliers pédagogiques, comme nous le faisons par exemple en ce moment sur les questions d'intelligibilité des énoncés, on ne va pas seulement améliorer la situation pour ces personnes-là, on va améliorer la situation pour tout le monde. Et donc, cette question du sur-mesure, j'ai perdu le titre, c'était ça, le sur-mesure accessible à tous, c'était ça l'idée, me semble extrêmement importante, dans l'idée qu'effectivement, il faut sortir de la logique historique dans le cadre du handicap qui était on met en place des mesures de compensation, ce qui signifie globalement qu'on pense que tous les étudiants à peu près sont les mêmes. Et puis il y en a certains qui ont des besoins particuliers, on va faire quelques mesures de compensation pour eux, mais on ne va pas toucher au reste. Ça, c'est la logique de compensation, qui est la logique historique dans le handicap, qui est une logique problématique.
Ça n'est pas la logique de la pédagogie inclusive. La logique de la pédagogie inclusive, la logique de l'accessibilité, c'est de se dire, à chaque fois que finalement je décèle que pour certains publics, il y a des choses qui sont problématiques, je vais essayer de faire modifier la manière dont je fonctionne pour que tout le monde finalement trouve sa place en ayant recours aux mesures de compensation le plus tardivement possible, voire pas du tout de recours aux mesures de compensation. Donc cette phrase, elle est extrêmement importante, je pense, de sous-titre du colloque. Comment on fait en sorte, en partant de la situation de ces publics empêchés, pour arriver à en extraire des évolutions de notre fonctionnement universitaire qui vont bénéficier à tout le monde. Merci Bertrand. Alors, je vais jouer un rôle d'impertinent. Donc, les positions ou les paroles que je vais tenir ne sont pas mes paroles, ne sont pas les propos qui engagent l'Université Grenoble-Alpes ou la FIED ou Flexi-TLV. Ce sont des propos qu'on entend parfois. D'accord ? Ne m'appropriez pas ces propos. Je vais être des fois provocateur, volontairement, pour animer la table ronde. Vous avez à juste titre souligné la question du sur-mesure pour une population qui est en fait peu représentée, qui parfois peut être elle-même en difficulté dans un grand amphi. Donc on a la question d'un enseignement de masse avec des adaptations pour un public qui est peu représenté, dans des contextes qui sont parfois un peu compliqués. Est-ce que mêler des personnes qui sont avec des spécificités, quelles qu'elles soient, je ne parle pas que du handicap, c'est pas se mettre en difficulté à tous les niveaux, dans un grand amphi comme celui-ci, et est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent autour de l'objectif et de ce qu'on met en place, et la mise en place, ce sera pour la seconde plénière. Alors évidemment, moi j'entends régulièrement, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment à leur place? Alors quand je dis que je l'entends régulièrement, d'ailleurs, pas tant à l'université, je l'entends pas beaucoup. Mais je les ai déjà entendus, par exemple, plus dans... Voilà, dans... Allez, je vais pas citer, voilà, je vais pas citer, pardonnez-moi. Enfin voilà, ça m'est arrivé de l'entendre. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête, ça a été beaucoup mentionné dans le passé, pour le bien de ces personnes, est-ce que c'est vraiment bien qu'elles soient avec tout le monde, hein? C'est des choses qui ont fait qu'on a ségrégué en fait l'enseignement pendant des décennies, évidemment. Bon, d'abord, je crois qu'aujourd'hui, les travaux scientifiques sur la pédagogie inclusive montrent qu'elle est pertinente pour tout le monde, hein, et pas seulement pour les personnes en situation de handicap, si on parle de handicap. Mais néanmoins, je pense qu'il faut toujours se poser la question, effectivement, pour une personne donnée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que la flexibilité est absolument essentielle. Pour des personnes autistes, pour certaines personnes autistes, venir en amphi est juste un véritable temps perdu. J'ai le souvenir d'une étudiante qui a une hyperacousie. L'hyperacousie, c'est le fait d'entendre les sons, ou certains sons beaucoup plus forts, en fait, que les personnes typiques. Son hyperacousie était telle que, si elle se mettait comme ça, elle entendait le bruit de son sang couler dans les veines. Ce qui fait que pour dormir, puisqu'elle dormait dans cette position-là, elle disait qu'elle mettait 2 oreillers l'un sur l'autre, sinon ça l'empêchait de dormir. Vous imaginez le niveau d'hyperacousie, et je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer dans un amphi. C'est très simple, dans un amphi, elle n'écoutait rien du tout. Donc, comme c'était une étudiante très consciencieuse, elle travaillait tous ses cours avant l'amphi. Heureusement, les supports pédagogiques étaient donnés à l'avance. Au passage, les supports pédagogiques étaient disponibles, elle travaillait ses cours à l'avance, elle faisait preuve de présence qui ne lui servait strictement à rien, et là on peut se poser la question, est-ce que c'est véritablement pertinent? Alors on peut mettre en place des dispositifs, par exemple, proposer en l'occurrence là, un casque anti-bruit, et lui permettre comme ça d'être soulagé. Mais pour d'autres, c'est totalement impossible, et le recours à l'enseignement à distance va être nécessaire. Mais parfois peut-être que sur certains des enseignements. Ça dépendra des moments, ça dépendra de la fatigue, ça dépendra peut-être des heures de la journée où il se passe. On a des étudiants autistes, par exemple, qui vivent sur des rythmes circadiens qui sont complètement décalés. La problématique même du rythme circadien, certaines personnes autistes ont des rythmes circadiens qui ne sont pas de 24 heures. Donc des problèmes de sommeil qui sont majeurs. Bon, les faire venir à 8h moins le quart en amphi quand ils n'ont pas dormi de la nuit, à un moment donné, c'est pas extrêmement efficace du point de vue pédagogique. Donc c'est toute cette flexibilité qu'il va falloir composer, et la question qui va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on arrive à avoir une offre de formation qui permet toute cette flexibilité, qui va permettre de faire un parcours très individualisé pour la personne,
Et ça va pouvoir s'appliquer à bien d'autres catégories de personnes que les personnes autistes? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de très rigide qui, effectivement, ne permettra pas de le faire et on va chercher des mesures compensatoires qui sont compliquées à mettre en œuvre? Je vous accorde que le public étudiant qui ne viendra pas à 8 heures parce qu'il a eu du mal à se lever ou qu'il ne peut pas être là à 8 heures rencontre un certain nombre de nos étudiants au final. Donc on y gagne certainement.